Camille Rojas tirait ses filets à 4h47 du matin lorsque le patrouilleur Sentinelle fendit le brouillard comme une lame d'acier. Cela faisait 3 ans qu'elle travaillait sur ces eaux, depuis qu'elle avait quitté les forces spéciales. Et pourtant, ce matin-là, quelque chose sonnait faux. Une vibration dans l'air, une approche anormalement tendue. Le navire de la garde côtière avançait avec une urgence inhabituelle et quand le faisceau du projecteur balaya son embarcation, elle remarqua immédiatement les armes visibles à bord. Un grésillement radio coupa le silence, suivi d'une voix sèche et sans émotion. « Bateau de pêche, l'échappée belle, ici la garde côtière des États-Unis. Coupez vos moteurs immédiatement et préparez-vous à une inspection d'urgence. » Le cœur de Camille s'emballa lorsqu'elle vit 2 autres embarcations surgir du brouillard, formant un triangle autour de son bateau. Quoi qu'il croie qu'elle faisait, il ne prenait aucun risque. Pourtant, la matinée avait commencé comme tant d'autres. Elle avait quitté le port de Crescent Cove à 3h15, sa thermos de café noir encore fumante, une routine bien ancrée. L'échappée belle, son trawler de 42 pieds, était tout ce qu'elle possédait. Acheté avec ses économies militaires, puis modifié, renforcée, sécurisée de fond en comble. Pour n'importe quel œil extérieur, elle n'était qu'une pêcheuse solitaire déterminée à survivre dans un secteur de plus en plus impitoyable. Mais Camille était formée à lire les détails, et ce qu'elle observait désormais ne correspondait pas à une simple inspection maritime. Le Sentinelle ne suivait pas une trajectoire de patrouille standard. L'équipage portait des équipements tactiques complets, pas les uniformes classiques des inspections côtières. Et surtout, sur le pont avant, elle distinguait la silhouette d'une mitrailleuse lourde montée et prête à tirer. Ce n'était pas une vérification de gilet de sauvetage. C'était une opération de neutralisation. Elle obéit immédiatement, coupant les moteurs et levant les mains bien en vue. Son esprit tournait à toute vitesse. Est-ce que quelqu'un avait éventé sa couverture ? Était-ce lié aux informations qu'elle transmettait discrètement sur le réseau de trafiquants d'armes opérant dans la région ? Ou pire, les gens qu'elle infiltrait auraient-ils réussi à retourner la situation contre elle en semant de fausses pistes ? Depuis quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui ? Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour soutenir d'autres récits qui rendent hommage à ces héros silencieux du quotidien. Le patrouilleur principal se rapprocha avec une précision militaire. Camille percevait les échanges radio entre les membres de l'équipe d'arraisonnement. Les 2 autres bateaux s'étaient positionnés pour bloquer tout de suite, leurs opérateurs scrutant l'eau avec des jumelles thermiques. Tout le monde s'attendait à un affrontement. Les instructions résonnèrent à nouveau. Gardez les mains bien visibles et reculez de toute commande. Il y avait une légère tension dans la voix du commandant. Il était nerveux, ce qui voulait dire qu'on la considérait comme dangereuse. Jamais en 3 années d'opération clandestine, elle n'avait vu un tel déploiement de force. Le brouillard s'éclaircissait peu à peu, dévoilant l'ampleur de l'intervention. Elle compta au moins 15 agents armés répartis sur les 3 navires. Un hélicoptère apparut à l'horizon, planant au-dessus d'eux avec prudence. Le tout formait une manœuvre si coordonnée, si massive, qu'elle ne pouvait être qu'orchestrée depuis bien plus haut. Camille se tenait droite, main levée, tandis que son cerveau passait en mode évaluation tactique, le même mode qu'il avait maintenu en vie au cours de ses 3 déploiements en Afghanistan. L'unité de la garde côtière était entraînée, mais leur nervosité trahissait leur niveau d'alerte. Ils croyaient avoir affaire à une organisation criminelle d'envergure, ce qui signifiait qu'ils avaient été nourris d'un récit bien construit. Et c'était là tout le problème. Depuis 3 ans, Camille infiltrait un réseau complexe de trafic d'armes, tentant de remonter les filières jusqu'aux groupes terroristes qu'ils alimentaient. Chaque élément de sa vie, ses trajets, ses équipements modifiés, ses interactions rares avec les autres pêcheurs, avaient été calibrés pour soutenir une fausse identité crédible. Mais voilà, cette même authenticité risquait maintenant de devenir sa perte. Le Sentinelle manœuvra encore, se mettant en position d'arraisonnement. Le chef de l'unité vérifiait une dernière fois son matériel, le visage fermé. Ces hommes, eux, étaient prêts à intervenir à la moindre alerte. Le soleil commençait à percer les brumes marines, dessinant des ombres longues sur la surface de l'eau, comme une avant-scène tragique. Dans moins d'1 minute, ils seraient à bord. Et dans moins d'1 minute, ils mettraient la main sur du matériel impossible à expliquer sans révéler des informations classifiées. Le pont d'embarquement s'abattit dans un fracas métallique. Un frisson parcourut l'échine de Camille. C'était le son d'un couvercle qui se referme. Le commandant David Melrose monta à bord d'un pas assuré, suivi de 5 officiers armés en position de couverture. Tout leur regard était braqué sur elle. Melrose travaillait sur cette mission depuis 8 mois,
après que les analystes avaient repéré des trajectoires des maritimes suspectes. Devant lui se tenait désormais, selon ses dossiers, la clé de voûte d'un réseau criminel, Camille Rojas. « Madame, je suis le commandant Melrose, garde côtière des États-Unis. Vous êtes soupçonné de participer à des opérations illégales liées au trafic d'armes. Vous êtes placé en détention provisoire dans le cadre d'une enquête fédérale. » Camille resta impassible, mais Melrose vit le léger tressaillement au coin de ses yeux. Elle savait qu'elle était acculée. Les rapports étaient clairs, bateaux aperçus dans des zones hors des routes de pêche, contacts non identifiés en eau internationale, incohérences dans les quantités de poissons ramenés et surtout des dépôts bancaires hors de proportion avec son activité supposée. Officier Ramirez, commencez par la cale. Thomas, fouillez la cabine de pilotage, laissez rien au hasard. Tandis que ces hommes s'éparpillaient, Melrose observa Camille de plus près. Elle semblait plus jeune qu'il ne l'avait imaginé. La trentaine à peine, les mains marquées par un vrai travail. Mais ce qui le frappa, c'était cette immobilité contrôlée, ce calme glacial. Ça lui rappelait les opérateurs des forces spéciales qu'il avait connus à l'époque où il servait dans la marine. La plupart des civils, face à une telle arrestation, protesteraient, crieraient, appelleraient un avocat. Elle attendait. Le toki grésilla. « Commandant, vous devriez venir voir ça. » Melrose descendit, laissant deux hommes garder Camille sur le pont. Ce qu'il découvrit le fit pâlir. Derrière des panneaux dissimulés, équipements de communication avancés, téléphones satellitaires cryptés, système de navigation militaire, mais ce fut la zone avant qui glaça son sang. Des caisses étanches, numérotées et organisées, contenant des armes, des M4, des lunettes nocturnes, des radios tactiques, des munitions portant des marquages militaires. Le commandant eut un léger tremblement en les photographiant. Ce n'était plus du trafic, c'était de la logistique pour guerre à échelle locale. De retour sur le pont, le commandant Melrose avança vers Camille avec une nouvelle lueur dans le regard. Ce n'était plus de la simple autorité, mais une forme de crainte. « Madame, nous avons trouvé des armes et du matériel militaire dissimulés dans votre navire. L'enquête est désormais placée sous juridiction fédérale dans le cadre de la lutte antiterroriste. Je vous conseille fortement de coopérer. » Camille ne répondit pas, mais Melrose remarqua que ses mains, auparavant immobiles, s'étaient rapprochées de ses poches. Il fit aussitôt un signe discret à ses hommes. « Soyez prêts !» Il s'approcha prudemment. « Je vais devoir vous fouiller pour armes dissimulées. Aucun geste brusque ou mes hommes interviendront. » Il tendit la main vers sa ceinture, mais à cet instant, ses doigts frôlèrent un renflement étrange dans la doublure intérieure de la veste de Camille. Du papier, épais, rigide, une forme qui n'avait rien à faire sur un bateau de pêche, des documents officiels, probablement classifiés. Le toki grésilla à nouveau, cette fois avec une urgence nouvelle. « Sentinelle à Melrose, on intercepte des signaux cryptés à votre position. Quelqu'un suit l'opération en direct. » Melrose leva la tête d'un coup, le visage soudain tendu. S'ils étaient surveillés, alors cette arrestation devenait quelque chose de bien plus vaste. Il tenta de garder son calme. « Ramirez, qu'est-ce qu'il reste en bas ?» La réponse le frappa comme un coup de massue. « Commandant, il y a assez d'armement pour faire sauter tout un pâté de maisons. Et certains éléments, ils portent des marquages de sécurité nationale. On parle peut-être de matériel volé au Pentagone. » Un silence glacé s'installa. Melrose sentit le poids de la situation l'écraser. Si Camille Rojas faisait vraiment circuler de l'armement militaire classé, alors il venait peut-être d'empêcher un attentat. Mais il y avait un détail qui le hantait. Elle ne ressemblait pas aux trafiquants qu'il avait vus, elle ne hurlait pas, ne suppliait pas. Elle attendait, comme si elle savait que tout ceci allait arriver. Alors qu'il sortait les menottes, Camille brisa le silence, sa voix calme et fatiguée. « Commandant Melrose, avant que vous fassiez quelque chose que vous allez regretter pour le reste de votre carrière, je vais avoir besoin que vous passiez un appel. » Il crut d'abord à une tentative de diversion. L'unique appel que vous passerez, c'est à un avocat fédéral. Mais il sentit qu'elle ne plaisantait pas. Il s'arrêta, les menottes à la main figées. Son ton n'avait ni peur ni colère, juste une lassitude désarmante et une autorité glacée. Elle le fixa dans les yeux. Code de sécurité, Eclipse 07 Alpha. Authentification, Whisky Tango 9977. Le monde sembla s'arrêter. Melrose recula d'un pas. Ce n'était pas un code au hasard. Ce genre de séquence n'était connu que de certains cercles extrêmement restreints. Des unités spéciales, des groupes fantômes. Et le plus terrifiant, c'est qu'il savait que ce code était valide, actuel.
utilisé uniquement dans des opérations de très haute confidentialité. Il sortit immédiatement le téléphone satellite sécurisé et composa, les doigts que tremblants. Poste de commandement, forces spéciales. Colonel Ivan Beckett à l'appareil. Melrose avala difficilement sa salive. Colonel, ici le commandant David Melrose, garde côtière, secteur nord-ouest. Je crois que nous avons arrêté une femme qui revendique une autorisation Eclipse 07 Alpha. Un silence pesant suivit, interrompu seulement par des frappes de clavier et des voix étouffées en arrière-plan. Puis le colonel Beckett reprit, d'une voix aussi froide qu'un scalpel. « Donnez-moi vos coordonnées exactes et décrivez-moi l'individu. Maintenant. » Melrose obéit, sa voix de plus en plus incertaine. Lorsqu'il termina, le silence revint. 2 longues minutes de vide radio, puis le couperet tomba. « Commandant Melrose, vous venez d'arrêter le commandant Camille Rojas, Forces spéciales américaines, unité d'opération clandestine, Alpha 1. Elle mène depuis 3 ans une opération de contre-terrorisme hautement classifiée. Lâchez immédiatement vos menottes, libérez-la et mettez-vous à sa disposition. » Le cœur de Melrose se serra. « Monsieur, nous avons découvert des armes, du matériel militaire. » Mais Beckett le coupa net. Ce que vous avez trouvé faisait partie intégrante de sa couverture. Les mouvements suspects que vous surveilliez étaient des rencontres avec des cibles à surveiller, pas des alliés. Les communications cryptées que vous avez interceptées, ci sont les nôtres. Et les munitions étaient destinées à empêcher des attentats. Vous n'avez pas arrêté une criminelle. Vous avez détruit l'un des infiltrés les plus efficaces que nous ayons jamais eus. Sur le pont, l'officier Ramirez revint avec excitation. « Commandant, il y a aussi des dossiers, des listes de noms, des photos de suspects sous-connus, des manifestes maritimes codés. Elle menait une vraie mission de renseignement. » Melrose, blême, comprit alors qu'il avait commis l'irréparable. Il revint vers Camille, ses mains tremblantes, et coupa les attaches plastiques autour de ses poignets. « Commandant Rojas, nous n'avions aucune idée. » L'intelligence reçue indiquait... Elle ne l'interrompit pas. Elle se contenta de lui poser une question simple, qui allait déterminer l'étendue du désastre. « Depuis combien de temps vous me surveillez ?»« 8 mois, murmura-t-il, incapable de soutenir son regard. Chaque sortie, chaque transaction, chaque rencontre, tout a été consigné. Camille ferma les yeux. Elle sentit quelque chose s'effondrer en elle. 8 mois d'observation, cela voulait dire que tout son réseau était exposé, que les criminels qu'elle infiltrait savaient désormais qu'elle était marquée par les autorités. Sa couverture n'était pas seulement compromise, elle était anéantie. 1 heure plus tard, les cieux de la côte californienne vibrèrent au son des rotors. 3 hélicoptères UH-70 noirs apparurent à l'horizon, suivis d'un transport lourd. Ce n'était plus une simple opération, c'était un enterrement, celui de 3 ans de vie sacrifiée. Le premier hélicoptère se posa sur le sentinelle avec une précision chirurgicale. Des hommes en costume sombre en descendirent avant même que les pales ne s'arrêtent. Ce n'étaient pas des militaires, c'étaient des agents spéciaux, les nettoyeurs des opérations qui n'existent pas. Parmi les premiers à mettre le pied sur le bateau de Camille, il y avait le colonel Beckett lui-même. Son visage buriné était figé dans une expression de colère contenue, mais il ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Derrière lui, 2 hommes en costume sombre se présentèrent brièvement comme Monsieur Lane et Monsieur Doyle. Des noms de façade, des identités fabriquées pour ceux dont la véritable fonction ne doit jamais être révélée. Camille comprit aussitôt. L'opération n'était pas simplement compromise, elle était irrécupérable, et l'impact allait être dévastateur. « Commandant Rojas, » dit Beckett en posant un regard lourd sur elle, « je veux un rapport de situation, maintenant. » Elle répondit avec la précision glaciale d'un officier de terrain. Elle parla des 6 pays impliqués dans le réseau, des cellules terroristes qu'elle avait réussi à cartographier, des cargaisons à venir, des transferts bancaires illicites, des faux documents, des routes de contrebande à travers les ports de l'Ouest. Tout ce qu'elle avait rassemblé pendant 3 ans en se faisant passer pour une pêcheuse solitaire au caractère renfermé. Et maintenant, tous ces éléments étaient obsolètes, irrécupérables. Melrose, toujours présent sur le pont, devenait blême à mesure que les implications prenaient forme. L'attaque planifiée contre le port de Redwood Bay disparut des radars, le revendeur syrien qui alimentait Camille en information contre protection, porté disparu, très probablement éliminé. Tous les canaux de communication que Camille utilisait avaient été surveillés par la garde côtière pendant 8 mois. Et les trafiquants n'étaient pas idiots. Ils avaient vu, compris, agi. Melrose se redressa, tentant de justifier l'injustifiable. «
Nous agissions sur des renseignements solides. On nous a signalé des anomalies dans les dépôts bancaires, des rencontres en mer, des signaux suspects. Monsieur Doyle le coupa d'un ton tranchant. Et vous n'avez jamais demandé qui bénéficiait de cette arrestation? Vous n'avez jamais envisagé que l'information que vous receviez puisse être manipulée? Il le fixa droit dans les yeux. Les gens que Camille infiltrait ont compris qu'elle était une menace. Et ils se sont servis de vous pour la neutraliser. Bravo, commandant. Vous avez nettoyé le terrain pour eux. Melrose tituba en arrière. La vérité s'imposa à lui comme une avalanche. Ce qu'il croyait être un succès opérationnel était en réalité une mise en scène orchestrée par les criminels eux-mêmes. Ils avaient retourné l'arme du renseignement contre elle. Et lui, en bon soldat, avait appuyé sur la gâchette. Pendant que l'équipe d'intervention fouillait le bateau de Camille pour récupérer ce qui pouvait encore être sauvé, documents, matériel, traces numériques, elle restait debout, droite, silencieuse. Elle pensait aux hommes qu'elle avait convaincus, aux contacts qu'elle avait créés, à la confiance lentement bâtie avec des personnes qui auraient pu la tuer à la moindre erreur. Tout cela balayé d'un revers d'administration mal coordonné. « Major », souffla Beckett, usant de son ancien grade pour la première fois depuis des années. « Je suis désolé. Je sais ce que cette mission représentait. Je sais ce que tu as laissé derrière toi pour la mener à bien. » Elle hocha lentement la tête. Ce qu'il ne savait pas, c'était l'ampleur exacte de ce qu'elle avait sacrifié. Une relation amoureuse enterrée, une identité personnelle effacée, des souvenirs volontairement oubliés pour se fondre dans son personnage. 3 années à vivre entre deux mondes, sans attache, sans famille, sans repère. Chaque contact était une mission, chaque sourire une stratégie. Elle soupira. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, alors qu'elle connaissait déjà la réponse. Beckett ne laissa aucune place à l'illusion. « Maintenant, tu disparais. Nouvelle identité. Nouveau théâtre d'opération. Probablement à l'étranger. Ils ont vu ton visage, Camille. Et ils ont la mémoire longue. Tu ne seras plus jamais la capitaine Rojas de l'échappée belle. » Comme pour souligner ces mots, l'un des hommes, en costume, était déjà en train de repeindre le nom du bateau, effaçant symboliquement la dernière trace visible de son ancienne vie. À quelques mètres de là, Melrose se tenait, immobile. Son uniforme impeccablement ajusté semblait désormais trop lourd pour ses épaules. Il fit un pas vers elle, hésitant. « Major, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire? Une manière de réparer ce que j'ai fait ?» Camille le regarda. Et malgré tout, malgré le désastre, elle ne ressentait pas de haine, juste une profonde fatigue. Lui aussi avait tenté de défendre son pays. Lui aussi avait suivi ce qu'il croyait être une piste fiable. Ce n'était pas un traître, c'était un pion, un homme de devoir utilisé à l'envers. « Oui, commandant, dit-elle calmement, apprenez. La prochaine fois qu'on vous apporte des renseignements qui semblent trop bien ficelés, demandez-vous toujours à qui ça profite. » Melrose hocha lentement la tête, il comprenait, trop tard. Mais il comprenait. Alors que les hélicoptères se préparaient à décoller, entraînant Camille loin de tout ce qu'elle avait été pendant ces 3 années, elle jeta un dernier regard à la côte californienne. Ces eaux brumeuses, où elle avait pêché, combattu, observé, où elle avait construit une fiction si convaincante qu'elle en avait oublié parfois qui elle était réellement. Là-bas, derrière le rideau gris de l'océan, les véritables criminels sabraient probablement du champagne, soulagés de voir leurs plus grandes menaces neutralisées par ceux-là même qu'elle cherchait à protéger. L'ironie était brutale. En cherchant à protéger les États-Unis, la garde côtière venait de l'affaiblir. Officiellement, cette matinée n'existerait jamais. Le rapport officiel mentionnerait un malentendu survenu au cours d'un exercice militaire classifié. Aucun nom, aucune reconnaissance. Juste une erreur administrative maquillée sous des couches de secret. David Melrose, lui, ne serait pas viré. Il serait transféré discrètement. Un poste tranquille, loin de la mer, dans une base reculée de l'Alaska. On lui avait promis que sa carrière ne serait pas entièrement détruite, à condition qu'il garde le silence. Ce qu'il accepta, bien sûr. Que pouvait-il faire d'autre? Parler reviendrait à compromettre davantage une opération déjà morte. Quant au réseau de trafiquants, il trouverait d'autres routes, d'autres intermédiaires, d'autres ports. Le flot d'armes ne s'arrêterait pas. Il changerait simplement de visage. Mais ce que personne ne verrait, c'étaient les conséquences invisibles. Le port de Redwood Bay ne serait plus protégé. Les renseignements obtenus grâce à Camille sur des cellules dormantes au Maroc, en Turquie et en Serbie ne seraient jamais utilisés. Et les personnes qu'elle avait convaincues de trahir leurs contacts terroristes seraient éliminées, silencieusement, définitivement. Sur le pont de l'hélicoptère qui l'éloignait, Camille resta silencieuse.
Elle pensait à la mère de famille qu'elle avait protégée à Los Alcázares en empêchant une cargaison de grenades de tomber entre de mauvaises mains. À ce jeune homme au regard dur qu'elle avait convaincu de collaborer, à condition qu'on lui offre un nouveau départ au Mexique. À toutes les vies qu'elle avait pu sauver, peut-être, en travaillant dans l'ombre, et à toutes celles qui ne le seraient plus. Le colonel Beckett s'approcha d'elle dans l'appareil, ses yeux moins durs cette fois, comme s'il cherchait à poser des mots sur quelque chose d'irréparable. « Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas ? Tu vas devoir changer de visage, de langue, de pays, tu seras probablement affecté à l'étranger. Il n'y a plus rien pour toi ici. » Elle acquiesça, elle savait, et pourtant, dans son regard, il n'y avait pas de larmes. Juste une résolution froide. Elle avait été formée pour ça, être invisible, être sacrifiable, être utile, même sans reconnaissance. Quelques jours plus tard, la coque du bateau, l'échappée belle, fut vendue à un acheteur anonyme. Son intérieur vidé, nettoyé. Les traces de l'opération effacées une à une. Dans les archives officielles, il n'y aurait jamais eu de capitaine Rojas. Aucune Camille Rojas n'aurait jamais déclaré ses revenus de pêche dans ce port. Et aucun agent de la garde côtière ne mentionnerait jamais les armes, les satellites ou les communications cryptées interceptées ce jour-là. Mais tard dans la nuit, dans un petit appartement à Juneau, David Melrose se réveillait encore en sueur. Il revoyait la scène, le regard de Camille, le déclic des attaches plastiques, la voix du colonel Beckett à l'autre bout du téléphone, glaçante et implacable. Et à chaque fois, une seule question revenait le hanter. Combien de personnes étaient mortes parce qu'il avait été trop efficace, trop obéissant, trop sûr de ses sources? Car dans cette guerre de l'ombre, ce ne sont pas toujours les balles qui tuent.